Sur ces 2 jours, nous vous proposons d'acquérir des connaissances et développer des compétences sur le thème du manager conscient et manager vivant, avec des temps de plénière, des ateliers et cette thématique qui sera notre fil rouge sur ces 4 grandes rencontres. Marine est juriste en droit de l'environnement, présidente de l'association Wild Legal et porte-parole du collectif Hors de question. Nous l'avons invitée à participer à cette grande rencontre parce que son engagement témoigne d'une forte conviction. Cette conviction, c'est que le droit peut être un outil de transformation de nos sociétés et de la relation à la nature. Grâce à son parcours et notamment à son travail auprès des peuples autochtones de Guyane, elle s'est interrogée sur la vision occidentale que nous avons de la nature, mais aussi sur les limites du droit tel que nous le pratiquons. Ces enjeux nous ont semblé répondre au double thème du conscient et du vivant. Marine, c'est à toi. Merci à tous. Merci. Belle rencontre. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. J'ai conscience que là, quand vous avez entendu juriste, droit, il est 14h45, vous dites c'est des grands malades. Ils nous ont mis la pire conférence au moment où on a besoin de digérer. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne vais absolument pas vous faire un cours de droit. Vous y attendiez, j'imagine. Je ne suis pas tout à fait le genre de juriste avec lesquels j'espère vous n'avez pas de contact. Parce que souvent, quand on a affaire à un avocat ou à un juriste, ce n'est pas toujours pour des très bonnes raisons. Moi, je suis une avocate, une juriste qui s'est engagée pour devenir gardienne de la nature. Et ça fait effectivement suite au fait que, d'une part, j'ai compris très tôt en m'engageant dans des milieux associatifs, bien qu'il y avait un gros problème et que la nature n'avait pas d'avocat, que malheureusement, beaucoup des entreprises, voire même des cabinets d'avocats qui disent protéger la nature ne le font pas. Qu'il y a beaucoup de cynisme en fait dans la protection des milieux naturels et dans notre engagement qui relève souvent plus du greenwashing que d'un véritable engagement de cœur pour protéger le vivant. Et donc, effectivement, je suis partie travailler en Guyane française, essayer de trouver des réponses en regardant tout simplement ce que font d'autres peuples, d'autres civilisations. Et il se trouve que sur le territoire français, on a beaucoup de peuples différents. Et notamment en Guyane, en Amazonie, il y a les peuples autochtones de Guyane qui ont résisté face à un projet minier qui s'appelle Montagne d'Or, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. C'était un immense projet de montagne d'or. En fait, c'était plutôt un immense trou creusé dans la forêt pour aller chercher les réserves aurifères de Guyane. Et on s'est battu pendant plusieurs années pour faire abandonner ce projet. Et effectivement, on a gagné, mais ça a relevé beaucoup de choses. D'une part, que notre droit de l'environnement, il est inefficace structurellement, parce qu'il rend possible des projets miniers de cette ampleur-là. Et en plus de ça, que heureusement, il y a aujourd'hui, dans la force des citoyennes et des citoyens, de vraies solutions pour transformer notre société. Et c'est surtout de ça dont je vais vous parler, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous de faire cette bascule. Et le mouvement des droits de la nature, qui vise justement à reconnaître le vivant comme un sujet de droit, comme titulaire de droits fondamentaux, il repose sur ce constat. D'une part, et beaucoup d'entre vous l'auront peut-être constaté, notre société, elle est anthropocentrée. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. L'âge où l'être humain devient une force tellurique tellement grande qu'elle déstabilise nos milieux naturels. Eh bien, cet anthropocentrisme se ressent en fait dans notre modèle juridique. Nous sommes la seule espèce sujet de droit, titulaire de droits fondamentaux. Ça, c'est assez ancien en fait, parce que c'est la summa divisio en droit romain. Il y a d'un côté les objets, de l'autre côté les sujets. Et nous, êtres humains, nous sommes les seuls sujets. Nous sommes les seuls à être titulaires de droits fondamentaux. Le reste du vivant n'est que objets, ressources, services écosystémiques à notre usage. Eh bien, le mouvement des droits de la nature a pour postulat de base que non. En fait, nous sommes une communauté vivante, nous sommes entourés de sujets de droit, que ces sujets de droit non humains ont des droits fondamentaux eux aussi, et qu'il s'agirait de trouver au contraire un modèle dans lequel les humains cohabitent avec les droits des autres êtres vivants. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de bioperspectivisme, parce qu'au lieu de rester justement dans cet anthropocentrisme, ces petites lunettes qui nous font voir le monde à travers un modèle complètement déformé, bien de adopter une position bioperspectiviste, se poser la question en fait du point de vue des autres êtres vivants qui peuplent ce monde avec nous. Et c'est pas facile parce que, évidemment, tout notre système est bâti sur un modèle qui répond uniquement aux besoins humains.
Alors le mouvement des droits de la nature, pardon, il n'est pas tout récent. Il remonte à 1970, enfin les années 70, quand Christopher Stone, dans une affaire assez emblématique aux États-Unis qui oppose Walt Disney, la compagnie Walt Disney que vous connaissez tous, au Sierra Club, une des plus vieilles ONG environnementales aux États-Unis, il écrit dans son livre: à chaque fois qu'un mouvement social apparaît qui propose de conférer des droits à une nouvelle entité, cette proposition est condamnée à passer pour étrange, effrayante ou risible. Et en fait, tant que la chose privée de droit n'a pas reçu ses droits, nous ne pouvons la voir que comme une chose à notre usage. Et il dit ça parce que dans l'affaire Christopher Stone, qui oppose donc Walt Disney et le Sierra Club, eh bien, le juge dit à l'Association de protection des droits de l'environnement, en fait, vous ne pouvez pas protéger les arbres, vous ne pouvez pas protéger ce territoire qui est menacé aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas les propriétaires de la nature. Et ça, c'est assez étrange, en fait, parce que juridiquement, Christopher Stone dit, mais si les humains ne peuvent pas s'engager pour protéger la nature, dans ce cas-là, est-ce que la nature doit pouvoir plaider pour elle-même? Évidemment, c'est une boutade. Mais en fait, ce qu'il veut nous rappeler, c'est que l'évolution de notre droit, elle a été très progressive, et en fait, la question même de personnes et de droits fondamentaux est assez récente. Et pour ça, il revient, alors c'est sous le prisme américain, mais il revient sur l'exploitation des esclaves noirs. Chose très intéressante et très importante juridiquement, pendant une très large partie de l'histoire de l'humanité, une grande partie des gens qui pourtant nous ressemblent, eh bien, étaient privés de leurs droits les plus essentiels, étaient considérés comme de la main-d'œuvre ouvrière, exploitée, vendue, achetée. Christopher Stone revient sur le statut d'esclave. Il nous explique qu'avec l'abolition de l'esclavage, c'est un changement drastique de l'image du monde, de la représentation que nous nous faisons de l'égalité entre les humains. Il rappelle aussi, et ça a pris plus de temps, que la question des femmes est essentielle dans ce combat-là, que la représentation que les hommes ont eue des femmes pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité, chose qui est toujours encore difficile et toujours en travail lent aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les discussions qu'on a eues aujourd'hui avec la constitutionnalisation de l'IVG, la question du droit des femmes à disposer de leur corps, à disposer de droits politiques et économiques est un combat long. Et Christopher Stone rappelle que pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité, les femmes n'avaient pas le même statut que les hommes. Que les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs par nature et donc avaient un statut qui tout simplement banalisait le fait de leur supprimer leurs droits les plus essentiels. Et il rappelle comme ça que l'élargissement progressif qui s'est fait de la condition d'être humain et de sujet de droit titulaire de ses propres droits fondamentaux, elle a été très longue et que ça a été un combat permanent. Petite anecdote, vous savez que dans notre code civil français, dans le premier code civil en 1801, eh bien, la femme était, je vous le cite, la femme est donnée à l'homme comme l'arbre fruitier est donné au jardinier pour lui faire des enfants. Waouh! Belle métaphore potagère. Le prisme utilitariste que les hommes avaient sur les femmes et le corps des femmes, dans le fait tout simplement d'être une matrice pour produire des enfants, se retrouve aujourd'hui dans notre modèle juridique quand je vous dis que la nature est considérée juridiquement comme une matrice qui nous fournit des biens, des ressources et des services. C'est exactement la même logique utilitariste que la relation que nous avons eue avec les esclaves noirs et que les hommes ont entretenue avec les femmes pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité. Et Christopher Stone, en faisant ce rappel et cette piqûre importante sur notre histoire, nous permet d'en prendre conscience en faisant justement ce retour historique. Et puis, Christopher Stone, un bon juriste, démontre que en fait, le monde juridique n'est que fiction, que l'histoire juridique est en fait l'histoire de progressivement création de nouvelles personnes, de nouveaux modèles en fonction des besoins du moment. Il rappelle notamment que les entreprises sont une fiction juridique extrêmement récente, mais même que les syndicats, les associations, les États, les conventions internationales, tout ça est une création juridique qui est faite par l'homme pour répondre aux besoins de l'homme. Et donc, en fait, il démystifie un peu l'idée qu'on ne pourrait pas créer de nouvelles personnes juridiques. En fait, si on peut absolument tout faire avec le droit, la question, c'est qu'est-ce qu'on a dans la tête? Quelle culture et quelle projection on a du monde? Et ça, c'est très intéressant, parce que juridiquement, ça ouvre un champ de possibles énorme, mais c'est à nous de le créer, ce champ des possibles. Et donc,
Entre 1972 et aujourd'hui, le mouvement des droits de la nature explose dans le monde. Et je ne vais pas pouvoir vous citer tous les cas qui sont en train d'émerger, parce qu'en fait, il y en a quasiment tous les jours. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont fondateurs pour que vous puissiez imaginer justement à quoi ça mène comme réflexion. Il se trouve que l'Équateur, en Amérique du Sud, donc, est un des États pionniers du mouvement des droits de la nature, puisqu'après les scandales de Texaco-Chevron, l'Équateur a décidé d'adopter une nouvelle constitution. Texaco-Chevron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un scandale pétrolier. La multinationale Texaco-Chevron a foré des puits de pétrole dans l'Amazonie, en a foutu partout, et ensuite c'est en allé. Et aujourd'hui, les peuples qui sont là-bas, qui subissent encore ces pollutions, n'ont jamais obtenu justice, tout simplement parce qu'il y a cette multinationale se cache derrière des écrans de fumée, des sociétés en pagaille, pour se protéger, évidemment, de la justice et de ses obligations de réparer et de restaurer l'écosystème. Donc l'Équateur a écrit une nouvelle constitution, l'a fait adopter à l'unanimité, et c'est comme ça qu'en 2008, ils sont devenus le premier État à inscrire dans leur constitution les droits fondamentaux de la nature, de la Pachamama, en reposant en fait ce nouveau texte sur leur identité culturelle, la terre-mère, la Pachamama, l'idée de sumak kose, de bien-être, de bien vivre, mais aussi un outil très concret, l'article 71, qui permet désormais à chaque personne en Équateur de saisir la justice ou l'administration pour faire valoir les droits fondamentaux de la nature. Et ça a mené à une cinquantaine aujourd'hui de jurisprudences qui ont permis de faire tomber des projets miniers, des projets pétroliers, de sauver des forêts, de faire en sorte que des rivières, des lagunes, des mangroves puissent être préservées. Ce mouvement, il est aussi très présent en Colombie, alors qu'on le sait, la Colombie, elle connaît des périodes extrêmement difficiles d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue politique. Eh bien, des jeunes sont allés en justice parce que la Colombie ne respectait pas ses engagements en matière de lutte contre la déforestation. Et ils ont dit aux juges, nous, nos droits fondamentaux en tant que génération future sont en danger. Si l'État de Colombie ne lutte pas efficacement contre la déforestation, c'est notre droit à la vie, c'est notre droit à la santé, c'est notre droit tout simplement à l'existence qui est menacée. Et le juge colombien dans cette affaire, il est allé encore plus loin. Il a dit oui, effectivement, vous en tant que jeunes, vos droits sont menacés par la carence de l'État colombien, mais en plus de ça, les droits de la forêt en tant que sujet de droit ont été violés. Et l'État a l'obligation de réparer ces droits. Et ça a été un grand moment en Colombie. Et en Colombie, il y a d'autres jurisprudences très intéressantes, notamment sur un fleuve, le fleuve Atrato, qui a également été reconnu sujet de droit. Et le juge, encore une fois, est venu rappeler à l'État colombien qu'il a l'obligation de protéger les droits à l'intégrité, à la santé et au bon fonctionnement des fleuves et rivières sur son territoire. On pourrait se dire, les droits de la nature, c'est super pour les villes, les grands écosystèmes, et la nature préservée, mais en fait, ça marche aussi dans les villes. C'est un mouvement qui a inspiré notamment la ville de Curridabat, au Costa Rica, à reconnaître la citoyenneté de personnes qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais, qui sont les pollinisateurs. Des petits êtres qui sont absolument essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes et qui sont parfaitement invisibles. Et donc, la ville s'est projetée dans l'idée de dire tous les citoyens actifs, et donc aussi tous les membres de l'écosystème dont nous faisons partie, sont des citoyens à part entière, et ils ont repensé l'urbanisme à l'échelle de ces pollinisateurs. J'ai rencontré l'ancien maire de Curridabat, c'est fascinant, ils se sont vraiment dit, qui on prend de plus invisible dans nos villes? Et ils se sont dit, les abeilles sauvages, elles sont toutes petites, tout le monde pense que c'est des mouches, et on va faire en sorte que nos enfants apprennent à devenir les médiateurs des abeilles. Ils ont formé les classes, les jeunes, à devenir les médiateurs et à parler au nom des abeilles pour repenser les politiques locales à travers les yeux des non-humains. C'est hyper intéressant, d'une part parce que politiquement, l'idée était derrière de se dire on ne peut pas penser demain, éduquer des citoyens éveillés à la question environnementale si on l'éduque de manière hors sol. Or, aujourd'hui, on pense nos villes hors sol, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, c'était de finalement remettre en question cette idée que on paye des taxes, on paye des impôts locaux, donc on bénéficie des services publics, on est des usagers comme les autres. Non, non, vous devez être, tout le monde doit être une clé active du changement. Et ça, c'était vraiment faire en sorte que chacun puisse justement prendre part à cette logique d'acteur, de gardien des écosystèmes et puisse agir, pas uniquement pour représenter ses petits intérêts personnels, mais puisse agir pour être une clé active de ces écosystèmes et fournir des solutions.
Je vais finir un petit peu avec la partie Amérique du Sud sur un cas très intéressant parce qu'il concerne la question des animaux. Et pour vous illustrer à quel point, en fait, cette transformation du droit, elle est aussi une logique globale. On s'adresse à la terre-mère, vous l'avez eu là pendant la petite présentation, comment on s'adresse à la terre en tant que communauté de vie. Et le juge équatorien dans l'affaire Estrelita, une affaire très intéressante, une jeune femme était allée en forêt, avait pris un singe, capturé un singe, l'avait ramené chez elle en se disant bah, « trop mignon ce singe, et j'en ferais bien mon animal domestique », donc elle le gardait chez lui. Voilà, c'était comme vous, un chien, un chat, bah, elle avait choisi de se faire un singe. Et ce singe avait été pris par les services vétérinaires et placé dans un zoo. La dame s'est dit, bah, non, elle est allée devant le juge, elle a demandé la restitution, c'est mon singe, on veut récupérer mon singe. Et le juge, dans cette affaire, a dit, mais en fait, la terre-mère a des droits, chaque entité qui peuple la terre-mère a des droits, vous n'êtes pas propriétaire de cet animal, qui n'est pas votre chose, votre objet, c'est un sujet de droit à part entière, et ce sujet, il a le droit de vivre dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques. Et pour un singe, eh bien, les besoins biologiques, c'est de vivre dans la forêt, et de pouvoir s'épanouir dans cette forêt, qui est le seul milieu qui répond à ses besoins biologiques. Et donc, de cette manière-là, vous voyez un Équateur, à partir d'un texte très général qui est la Constitution équatorienne, le juge commence à redéfinir un peu les contours d'un droit complètement nouveau. Ce mouvement, il avance partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord également, beaucoup au Canada, aux États-Unis, sous l'influence des peuples autochtones notamment, mais aussi en Asie, et notamment dans ce cas très intéressant au Bangladesh, où en fait, un article de presse sur la pollution textile. Vous savez, la pollution au Bangladesh liée aux activités textiles est extrêmement importante. Des associations sont allées en justice pour faire valoir les droits de la rivière Tourag. Et ça a donné lieu à un grand débat national. Et au final, l'État a créé cette commission nationale de conservation des rivières. Le mouvement est grandi aussi en Inde, au Pakistan et dans d'autres États comme les Philippines. Et même si c'est plus lent, eh bien, il y a vraiment une lame de fond qui est en train de se créer en Asie sur ce sujet. En Afrique, c'est pareil. Il y a beaucoup d'États qui sont assez pionniers d'ailleurs sur cette question-là. L'Ouganda, notamment depuis 2019, mais aussi le Bénin, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres États utilisent en fait les droits de la nature aussi pour se reposer la question de, finalement, comment nous, avec notre identité dans nos territoires, et souvent c'est à l'origine des clans, des tribus, qui se réorganisent autour de leurs sites sacrés, se réapproprient leur identité parce qu'il y a un passé colonial très lourd, eh bien, cette réflexion des droits de la nature, elle s'allie en fait à cette réflexion autour d'identité, d'histoire, et de recréer du lien avec ce patrimoine naturel, culturel, voire cultuel, et ce mouvement est en train de prendre très fortement en Afrique. Alors, petite carte du monde, ça progresse un petit peu partout, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas eu le temps de citer l'exemple de l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, où le peuple maori a fait reconnaître les droits de fleuves, de montagnes, de forêts, et où ça progresse extrêmement vite. Et, comme vous voyez sur cette carte, l'Europe est aussi au cœur du mouvement des droits de la nature. Alors, notamment l'Espagne, pays pionnier en Europe, qui a fait reconnaître les droits grâce à un mouvement citoyen d'ampleur de la lagune Marmienne Nord, qui était une lagune qui était vraiment dans un état, depuis une dizaine d'années, dans un état catastrophique à cause des épandages agricoles, à cause de l'artificialisation des berges. Les citoyens ont utilisé ce qu'on appelle l'initiative législative populaire. C'est une sorte de pétition. Au-delà d'un demi-million de signatures, on peut proposer un texte au Congrès espagnol. C'est ce qu'ils ont fait. Et non seulement le Congrès espagnol a voté à la quasi-unanimité ce texte, le gouvernement espagnol a félicité les citoyens, et désormais, donc, l'Espagne est le premier territoire à avoir une lagune qui a non seulement des droits fondamentaux, qui est devenu un sujet juridique, mais qui a aussi un organe de tutelle qui le représente, composé d'un comité scientifique, d'un comité de gardiens et de sentinelles, pour associer efficacement les citoyens qui peuplent la lagune à la prise de décision autour des actions nécessaires pour préserver les droits fondamentaux de la lagune. La France, je ne sais pas si vous l'avez vu, la France était en bleu. À votre avis, quel territoire français a déjà reconnu des droits à la nature? Non. Pas la Camargue non plus. Pardon? Non, pas la Corse. Pas les Cévennes non plus, non. C'est un petit territoire dont on n'entend pas souvent parler.
Des fois, il y a des gens qui me disent la Bretagne quand je dis ça. Je ne sais pas pourquoi les Bretons ont un petit complexe d'infériorité. Alors, ça se trouve, vous allez entendre le nom de ce territoire pour la première fois pour certains d'entre vous. Il s'agit d'un territoire dans les Outre-mer. Ce territoire s'appelle les îles Loyauté. Pardon. C'est une province de Nouvelle-Calédonie, en effet, qui, grâce à son statut d'autonomie, a pu écrire son propre code de l'environnement. Un code de l'environnement dans lequel ils ont voulu marquer le coup et faire reconnaître le principe unitaire de vie, donc le principe selon lequel l'être humain appartient à son milieu de vie, est inséparable de son milieu de vie, dans les principes généraux de ce code de l'environnement. Et depuis l'été dernier, ils ont adopté la dernière partie de ce code de l'environnement qui touche à la question des entités naturelles juridiques titulaires de droits fondamentaux. Et parce que les clans des îles Loyauté sont des clans totémistes, donc ils ont un lien très fort avec certaines entités naturelles, et là en l'occurrence les tortues et les requins, leur première démarche a été de faire reconnaître les droits de ces tortues et de ces requins, et de nommer des porte-paroles humains. Des porte-paroles qui sont désormais les représentants légaux de ces écosystèmes, de ces entités naturelles. Comme pour les Maoris, par exemple, sur le fleuve Wanganui, ils se sont beaucoup inspirés d'ailleurs de ce qu'ont fait les Maoris. Les Maoris, sur le fleuve Wanganui, ont désigné 2 gardiens, qui sont ce qu'ils appellent le visage humain du fleuve. Le visage humain nommé par le fleuve, ce qu'on appelle les Kaitiaki. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Ouganda, on appelle ça les Balamansi, les gardiens des sites sacrés. C'est cette idée vraiment de je représente le milieu dans lequel je vis, j'incarne ce milieu, je me transcende aussi moi un peu en tant qu'être humain pour parler dans les intérêts et les meilleurs intérêts évidemment du milieu dont je dépends. Et c'est évidemment un mouvement qui prend dans les îles Loyauté, pas par hasard, parce qu'il y a une identité très forte, une culture, une envie de se démarquer, parce qu'il y a les Antilles ici, en Martinique. En Martinique, décembre 2023, donc il y a quelques mois à peine, l'Assemblée de Martinique a adopté une proposition de loi visant à reconnaître les droits du lagon, des îlets de Martinique et des sites remarquables de l'île. Et ça, c'est très important parce que même si la Martinique n'a pas le même statut que les îles Loyauté ou que la Nouvelle-Calédonie, bien son ambition, c'est aujourd'hui de porter ce texte devant l'Assemblée nationale et de faire entendre la voix de ces territoires d'outre-mer et de leur besoin d'avoir un droit spécifique qui va plus loin que le droit de l'environnement. La vidéo de l'Assemblée de Martinique est en ligne. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Les élus qui ont voté ce texte ont fait un travail absolument remarquable, inspiré aussi par un mouvement de la société civile, des associations locales qui voulaient faire reconnaître ces droits fondamentaux, notamment du lagon et des îlets, pour les protéger efficacement. Alors, avec l'association Wild Legal, nous on mène depuis 2022 un programme d'expérimentation pour les droits de la nature. On accompagne des parcs, des réserves naturelles, on accompagne des commissions locales de l'eau, des élus un peu partout en France et même des entreprises pour faire en sorte que demain, les droits de la nature soient un outil qu'on construit avec les acteurs de territoire. Je vous ai mis le lien pour aller voir un petit peu plus près ce qu'on fait. On travaille en Corse. On travaille aussi sur le droit du fleuve Garonne. Je le dis au passage, vous avez une pétition sur Change, on est à 25 000 signatures. On a besoin de soutien d'un peu partout pour faire reconnaître les droits du fleuve Garonne. On travaille avec des élus, des associations, des collectifs citoyens et des gens d'un peu partout pour les droits de la Seine et de nombreux autres territoires, par exemple sur la Bièvre et ailleurs. Je ne vous en dis pas plus parce que le sujet de mon intervention, c'était devenir gardien de la nature. Vous aviez quand même besoin de savoir un petit peu tout ça pour savoir en fait où est-ce qu'elle veut en venir. La question de vous, de nous, dans ce rôle de gardien des droits de la nature. Alors, je vais commencer par une petite question autour de finalement ce rôle de gardien et gardienne de la nature. Je sais que souvent... et on le dit souvent chez les femmes aussi, on a un petit peu cette difficulté à dire « je suis gardienne de la nature », cette difficulté à en fait énoncer tout simplement notre responsabilité vis-à-vis du vivant. Elle est difficile. Je vous invite à faire un petit pas de côté pour vous expliquer ce que moi j'entends derrière ce terme-là. Il se trouve que quand j'ai écrit mon premier livre, donc « Devenir gardien de la nature », très original,
j'étais enceinte, j'avais un petit garçon, et donc il est né avant que j'ai publié mon livre, et donc, juridiquement, je suis devenue gardienne d'un autre être vivant. J'avais absolument 0 compétence, c'était mon premier enfant, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on place juridiquement un enfant sous la responsabilité d'un adulte, sans que celui-ci ne soit capable de prouver aucune forme de compétence, de formation pour ce faire. C'est le lien d'amour. On part du principe qu'on vous confie la garde d'un enfant, parce qu'on part de l'idée que vous êtes son parent, sa mère, son père, et que donc vous allez prendre forcément les meilleures décisions dans son meilleur intérêt. Vous avez sa charge, tout ce qui tient à sa vie, jusqu'à sa majorité, vous êtes son représentant légal. Et si ça tenait juste à la question de la formation et de la compétence, eh bien évidemment, on placerait nos enfants sous la responsabilité des médecins, des sages-femmes, qui savent beaucoup mieux gérer ces situations-là que les jeunes parents comme moi. Et pourtant, c'est ce lien d'amour qui crée aussi un lien juridique. Ce lien de tutelle entre le parent et l'enfant, par analogie, moi, c'est exactement celui que je vois aussi entre le gardien et le milieu dans lequel il habite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le constat, c'est que des générations et des générations de gouvernements, de politiciens, nous ont amenés dans la crise écologique que nous connaissons, que l'ensemble de nos milieux naturels sont en train de s'effondrer, que la biodiversité s'écroule, que nos rivières sont à sec, que nos forêts sont en train de disparaître, et que donc il est plus que temps de constater que nous devons devenir gardiens, gardiennes de la nature. D'ailleurs, quand un parent prend de mauvaises décisions pour son enfant, l'État peut, doit, reprendre la garde, placer l'enfant sous la tutelle de quelqu'un d'autre, d'une autre famille qui saura prendre de bonnes décisions pour lui. Nous aussi, il est temps qu'on reprenne la garde de la nature et qu'on fasse nôtre le fait de justement être de bons tuteurs, de bons gardiens pour ces milieux naturels dont nous avons la responsabilité parce que nous dépendons intrinsèquement d'eux. Et c'est vraiment autour de cette réflexion qu'ensuite on se pose la question, mais alors, moi, de quel milieu ou avec quel milieu est-ce que j'ai ce lien d'amour? Avec quel milieu j'ai ce lien d'empathie? On dit souvent que dans notre monde occidental, on est très déconnecté de la nature, j'entends tout le temps. Mais nous, on est déconnectés. C'est vrai pour les peuples autochtones, eux, ok. Ils savent s'occuper de la nature, ils ont grandi en Amazonie, ils connaissent le nom de tous les poissons. Mais nous, on grandit dans les villes, on ne sait plus quel est le lien avec la nature. Alors on va faire un petit exercice ensemble. Et je vais essayer de vous montrer que ce lien, il est bien là. Est-ce que vous connaissez le terme de solastalgie? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'angoisse le matin en écoutant la radio, comme ce matin, par exemple, François Gémen et Emma Aziza, qui nous disent en fait toutes les réserves d'eau mondiales sont en train de s'effondrer, il n'y aura plus d'eau demain. Ça provoque quoi chez vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti de la tristesse quand vous avez appris que la rivière derrière chez vous, le fleuve qui passe sous vos fenêtres, a été pollué par un industriel? Ça, c'est de la solastalgie. C'est ce que le philosophe Glenn Albrecht a vécu, a décrit. Lui, il est australien. Il s'est implanté dans un territoire en Australie où il y a beaucoup d'oiseaux. Il adore les oiseaux. Et juste derrière chez lui, il y a une mine qui est venue s'installer, qui a littéralement tout détruit. Et il a essayé de mettre un mot nouveau sur ce qu'il ressentait. La douleur de voir ce paysage déformé, détruit, la douleur de savoir que les oiseaux ne reviendront plus, et aussi une forme d'angoisse à se poser la question, mais qu'est-ce que sera mon monde demain? Et c'est sous ce terme de solastalgie, qui décrit très bien dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les émotions de la Terre », qui revient sur la nécessité absolue de ressentir ces émotions, de ressentir ce lien à la nature, et de vivre ce lien à travers aussi l'idée il crée ce mot solastalgie en écho au terme nostalgie, parce qu'il dit la nostalgie n'est pas quelque chose de fondamentalement négatif. La nostalgie, c'est se rappeler des belles choses, des choses qui font qu'on a de bons souvenirs et qu'on se raccroche à quelque chose de positif, au contraire, qui nous fait avancer. Et donc, je vous propose de faire un petit exercice de solastalgie.
Est-ce que, justement, on peut concevoir dans notre société que certes, il y a beaucoup de choses que nous valorisons, mais que justement, il y a beaucoup de choses que nous passons complètement sous silence, et notamment ces choses que nous perdons. Parce qu'il faut savoir que les choses que nous pleurons, les choses pour lesquelles nous portons un deuil, elles en disent très long sur nous. Les choses que nous ne pleurons pas, elles en disent très long sur nous aussi. Un exemple assez récent, l'été dernier, j'entends à la radio un journaliste dire oui, 400 hectares de forêt partis en fumée. Vous connaissez bien dans le sud-ouest. Hein. Et il dit heureusement, les pompiers sont intervenus, il n'y a pas eu de victimes. Et ça m'a fait un nœud au ventre parce que je me suis dit, pour lui, il s'est dit 400 hectares de forêt, pas de victimes. Et moi, j'étais en train de dire, ben si, il y a eu ces milliers d'arbres qui ont brûlé vifs, il y a tous ces oiseaux, tous ces insectes, tous ces animaux qui n'ont pas pu fuir les flammes, et lui ne dénombre aucune victime. C'est ça que je veux vous dire quand je dis ça. Ce que nous ne pleurons pas, ce pourquoi nous ne faisons pas le deuil, en dit aussi extrêmement long sur nous. Et donc, faire ce lien de solastalgie avec le milieu dans lequel nous habitons est extrêmement important. Alors, je vais vous demander juste de prendre quelques secondes pour vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui, dans les années passées, ou peut-être même cette semaine, vous ont fait ressentir cette solastalgie? Et de réfléchir, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez y penser très fort dans votre tête. Est-ce que, par exemple, il y a une rivière d'enfance, tout le monde a une rivière d'enfance. Est-ce que vous avez perdu de vue cette rivière d'enfance? Est-ce que ça vous fait ressentir quelque chose? Ou alors, autre chose, est-ce qu'il y a une histoire d'amour que vous auriez vécue dans une forêt et où, en y repensant, cette personne, vous l'avez peut-être quittée, elle vous a peut-être quitté. Finalement, cette forêt, c'est aussi un peu une part de votre histoire d'amour. Et ça, le fait de ne pas revoir cette forêt, c'est aussi un lien affectif qui vous manque. Est-ce que, par exemple, l'endroit où vous allez peut-être prendre votre pause déjeuner, c'est un endroit où il y a un parc, un lac, une forêt, où tous les jours, en fait, vous vous posez sur un banc sans vraiment y réfléchir. Et puis maintenant que vous vous y pensez un peu plus, vous vous dites, mais si en fait, il n'y avait pas ce lac, cette forêt ou cette rivière, j'aurais tout simplement pas le même quotidien, pas la même vie. Je ne pourrais pas me déconnecter à ma pause déjeuner, je ne pourrais pas rentrer chez moi avec mon petit vélo et profiter de ces quelques moments de nature pour justement prendre soin de moi. Et bien ça, cette forme d'attachement, elle est essentielle parce que c'est ce qui nous raccroche fondamentalement au lien que nous avons avec la nature. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est passé sous silence dans la rapidité de notre quotidien, on l'évacue complètement et en fait, c'est bien là. Il suffit de laisser un petit peu de place et de temps pour faire en sorte de ressentir ce lien d'attachement, ce lien de solastalgie, quand on perd, quand on a perdu un élément de la nature, parce que tout ça, c'est en nous. Une fois qu'on s'est rattaché un petit peu à cette nature, on s'est dit, du coup, et ma mission de vie dans tout ça? Devenir gardienne de la nature. Devenir gardien de la nature, comment je fais? Ok, j'ai un lien d'attachement. Alors, par exemple, à cette rivière, cette forêt, cette montagne, comment je fais pour m'investir? Parce que ce n'est pas tout, mais il va bien falloir trouver des solutions. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'étais perdue. Hein, je sortais d'une fac de droit, je ne savais pas si le droit c'était la meilleure solution, s'il fallait que je fasse complètement autre chose, m'attacher à un arbre, aucune idée. Et donc, j'ai trouvé cet exercice que je pense pas mal de managers ici connaissent, que j'ai trouvé absolument génial et que j'ai fait des centaines de fois avant de trouver la solution. C'est l'ikigai. Je vous le propose, il y a certainement plein d'autres exercices à faire. Moi, je l'ai un peu modifié à ma façon et pour qu'il corresponde en fait à ce que je cherchais. La première question, dans l'ikigai, il faut tout remplir, mais la première question pour moi, c'est de quoi la nature a-t-elle besoin? Et la réponse est très différente pour chacun d'entre vous. On n'a pas le même regard sur ce dont la nature a besoin. Il y en a qui diront la nature elle a besoin d'amour, elle a besoin de respect. Il y en a d'autres qui diront la nature elle a besoin qu'on la défende, qu'on aille au fight pour elle. Et la manière dont vous concevez
ce dont la nature a besoin, elle joue évidemment dans la manière dont vous allez concevoir votre mission de vie. Et puis après, je vous apprends rien, et je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui vous aideront à faire votre ikigai si vous n'y arrivez pas. La question est comment moi, je trouve ma mission de vie en m'impliquant avec ce que j'aime faire, parce que si vous faites ce que vous aimez faire, c'est Confucius, je crois, qui disait ça. Si vous faites ce que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour dans votre vie. Ça aide, évidemment, pour définir sa mission de vie. Ce pourquoi vous êtes doué, et ce n'est pas forcément ce que vous pensez au départ. Moi, par exemple, j'avais complètement évacué le fait de donner des conférences, puisque quand j'étais toute seule sur une scène, je devenais à peu près rouge, marron, des couleurs assez étranges au départ. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'aimais faire ça, et en m'entraînant encore et encore, c'est comme ça que je voulais pouvoir faire passer ce message pour les droits de la nature. Et donc, ce pourquoi vous êtes doué, ça peut être évidemment un mélange entre ce que vous aimez faire et ce que vous aimeriez faire pour la nature. Et puis, évidemment, il y a la question de ce dont vous pouvez tirer votre subsistance, parce que c'est assez difficile de s'engager pour la nature demain si on est soi-même dans la précarité et qu'on survit au quotidien. Et donc, c'est très intelligent la manière dont on le présente, l'ikigai. C'est vraiment comment j'aligne ma mission de vie avec ce dont la nature a besoin et comment je fais en sorte d'utiliser ce lien d'empathie qui me relie à la nature pour définir à quel horizon je veux agir. Est-ce que je suis quelqu'un qui bosse vraiment au niveau local? Ma passion, c'est d'aider les gens qui sont juste autour de moi et, par exemple, de protéger ces arbres qui sont là derrière parce que je suis le gardien des arbres qui sont dans mon village. Une possibilité. Ou alors, moi, je suis engagée sur plus grand que ça, j'ai un grand réseau et je veux faire reconnaître les droits de la Garonne. Je connais des gens en Espagne, je connais des gens à Toulouse, à Bordeaux et jusque dans l'estuaire de la Gironde. Je m'engage à l'échelle de toute la région. Ou est-ce que votre truc, c'est l'échelle internationale, nationale, d'aller monter jusqu'au Parlement français et de négocier des nouvelles lois? La question de comment on agit soi-même et comment on trouve les gens pour agir avec nous, elle est fondamentale pour guider cette question de devenir gardienne et gardien de la nature. Et votre rôle dans les entreprises, évidemment, et je vais m'arrêter ensuite là-dessus, c'est vraiment aussi de chercher dans les compagnies, dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, une manière de faire entendre la voix du vivant. Et il y a une entreprise pionnière très intéressante en Écosse qui s'appelle Faith in Nature et qui, en 2022, inspirée par le mouvement des droits de la nature, s'est dit comment je fais moi pour que la nature soit au board. Et ils ont nommé donc un administrateur indépendant qui est gardien de la nature dans le conseil d'administration. Cette personne, elle est systématiquement sollicitée quand il y a des décisions de l'entreprise qui touchent à la nature. Elle doit pouvoir émettre un rapport, une opinion sur la décision stratégique qui lui est proposée. Et l'entreprise, si elle ne suit pas cette proposition, doit s'en justifier. C'est une manière de faire, c'est certainement pas la seule. Imaginons que dans le cercle des managers, vous en trouviez plein d'autres, et bien ça serait extraordinaire. La question, c'est demain, qui parle au nom des intérêts de la nature dans nos entreprises. Et c'est fondamental. Et encore une fois, je me permets aussi un petit retour en arrière comme Christopher Stone. 1936, le Front populaire. C'est la première fois que la main-d'œuvre, les travailleurs, obtiennent de la représentation dans les entreprises. C'est la première fois qu'on peut avoir des représentants, des salariés dans les conseils d'administration qui peuvent monter et discuter avec les dirigeants. Enfin, ces femmes et ces hommes ne sont plus une masse informe de ressources humaines, mais ont un visage, ont une opinion, peuvent exprimer leurs intérêts. Autre date, ça a pris beaucoup plus de temps, 2011, la loi sur l'égalité, la parité dans les conseils d'administration. 2011. 40% de femmes minimum dans les conseils d'administration. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que des femmes sont allées se battre pour dire oui, il y a une représentation inégalitaire dans les conseils d'administration. Oui, la voix des femmes n'est pas représentée. Et cette discrimination de genre, aujourd'hui, elle nous pose la question, évidemment, est-ce que la nature sur laquelle reposent à peu près tous nos modèles économiques, comment se fait-il que la nature soit absente des boards, des conseils d'administration, des instances de décision? Peut-être que l'étape d'après, c'est justement représenter la nature dans les conseils d'administration.
C'est représenter les voix de la nature dans l'entreprise. Et ça, chacune et chacun d'entre nous peut le faire. Il s'agit de le décider. J'en conclus là-dessus. Donc s'engager en tant que gardien et gardienne de la nature, c'est donc, vous l'aurez compris, cette mission d'être le visage humain des milieux naturels dont nous sommes dépendants, de s'engager pour préserver leurs droits dans vos institutions, dans vos instances collégiales, évidemment devant l'administration, devant les tribunaux si c'est nécessaire. Vos actions en tant que gardien et gardienne, c'est de protéger les intérêts de la nature, d'en prendre soin, de faire en sorte que son intégrité, sa santé soit respectée, et aussi de mener toutes les actions nécessaires pour la défendre. Donc voilà, je vous propose ça. Si vous le décidez, eh bien, cet engagement, c'est le vôtre aujourd'hui, et pour une durée, je l'espère, totalement illimitée. Je vous remercie.